Après l'apprentissage de l'air, l'apprentissage de l'eau. En fait, ça essaye vraiment d'être Avatar, le dernier maître de l'air, ce truc. Le troisième film, ça va être la terre et après ça va être le feu, le dernier. Un petit peu marré ça. C'est moi qui blague évidemment. Avatar 2, un film très attendu de James Cameron qui a mis beaucoup de temps et beaucoup de moyens pour faire la suite de son film au succès international énorme, hein, le film qui a eu le plus de succès au box-office, qui a le plus rapporté, et donc il y avait beaucoup d'attentes autour d'un film qui promettait au minimum d'être un grand spectacle visuel. Et ça tient cette promesse-là. Au moins, ça c'est un truc, je pense pas que beaucoup de monde viendra contredire ça, c'est un très bon spectacle visuel. Et avant d'en parler, j'aimerais donc dire quelques mots sur le premier Avatar, que je trouve bien, sans plus. Mais vraiment bien. Et c'était pas mal de passer un petit peu de temps pour en parler, pour donner mon impression sur ce second film, puisqu'il va y avoir pas mal de calcage, d'appréciation au bout du compte. Avatar est une prouesse technique, en particulier pour l'époque. Maintenant, ils ont fait encore un peu plus de bons en avant, mais vraiment, en 2009, c'était extraordinaire, encore plus que maintenant. Et c'était quelque chose qui a été loué pour sa somptuosité visuelle, la recherche de l'univers, l'action, la mise en scène tout simplement. On voit le talent de réalisateur de James Cameron qui a fait certains des plus grands films considérés par les gens. Mon préféré de lui restant Titanic personnellement, mais je peux comprendre qu'on en préfère d'autres du gars. C'est quelqu'un qui sait prendre le temps de faire ses films, mais quand il les sort, on sent qu'il y a quelque chose de très recherché dans la technique, dans la réalisation. Et c'est clair et net qu'il y a ça. Et à côté de ça, l'histoire d'Avatar était ce qu'on pourrait qualifier de très convenu, très conventionnel sur beaucoup de points, reposant sur pas mal de ficelles déjà vues, de clichés déjà faits. Surtout des ficelles, je n'irais pas dire qu'il y a tant de clichés que ça, mais il y a beaucoup de trucs qu'on voit venir. Et c'est pas dans son récit quelque chose de très surprenant qui vous fera vraiment révolutionner grand chose. Ça essaye d'avoir un message écolo très évident, sincère mais assez évident, et ça fait passer ça correctement. Et c'est un petit peu le principe de ce film, c'est-à-dire que ça raconte quelque chose de très conventionnel, mais ça se donne les moyens pour l'illustrer de la meilleure des façons, avec le rendu visuel, la mise en scène une fois de plus, pour que on ressente quand même quelque chose de satisfaisant quand on en sort. En tout cas, pour ma part. Mais c'est clair et net que j'irai pas qualifier ce film parmi le meilleur du meilleur qui a été fait, hein, loin de là. Parce que pour moi, le récit central, le scénario de premier plan, c'est ce qui a le plus d'importance pour ceux qui ne le savent toujours pas. Et à cet égard-là, ben, c'est correct. Ça fait un truc tout à fait correct dans ce que ça veut faire, mais rien qui vous surprenne, rien qui rende ça particulièrement puissant ou quoi que ce soit. Ce qui fait qu'on se souviendra surtout de ce film pour ses prouesses techniques, qui valent largement le coup si on veut juste voir un spectacle. Et une fois de plus, c'est très généreux. Ce sont des films de 3 heures, le premier comme le deuxième, et rien que pour ça, si on est prêt à accepter un scénario assez convenu, mais pas non plus trop grossier, avec une bonne illustration vraiment qui se donne les moyens, ça fait très bien le café. Et c'est le truc avec ce film, ça fait très bien le café. Alors, ça peut être contesté qu'un film avec un récit aussi peu recherché dans l'absolu puisse être numéro un au box-office, et je peux tout à fait le comprendre. Mais pour ma part, quand on voit ce qui marche au box-office, je trouve que c'est pas celui qui fait le plus tâche. C'est la petite parenthèse que je tenais à dire. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont défendu Avatar peu de temps avant la sortie de ce second film, et je suis pas à 100% derrière eux. Je suis derrière eux pour dire que c'est pas un mauvais film, c'est un film bien sans plus, mais c'est pas un mauvais film du tout. C'est pas une révolution dans tous les domaines, hein. Scénaristiquement, c'est pas ultra folichon, mais c'est quelque chose qui se ressent dans beaucoup de films qui marchent au box-office. Ce qui fait que ça marche, c'est pas tellement
la puissance scénaristique, la recherche ultra forte des thématiques, la réflexion incroyable derrière la mentalité des personnages ou du message. Très rare, hein, c'est très rare ça. Et je vous suggère, hein, je vous invite à aller rechercher rapidement sur Google quoi, les meilleurs films au box-office. Hein, vous trouverez facilement sur le Wikipédia là-dessus, sur un top 50 des films qui ont le plus marché, le plus rapporté. Et vous verrez que, en toute sincérité, waouh, il n'y a pas beaucoup plus méritant que Avatar dans la liste. Hein. Il y a quoi? Titanic, peut-être La Reine des Neiges pour moi, et je sais pas, Black Panther à un certain degré. J'en loupe peut-être un dans la liste du top 20, mais c'est plus ou moins c'est ceux-là quoi, qui méritent d'être considérés comme des films vraiment travaillés avec leur propre truc. Ils ne reposent pas sur de la franchise bien connue, bien grasse, ou sur des événements un petit peu populaires qui ont bien réussi à les faire s'élever un petit peu, comme Fast and Furious 7. Ouais, je regarde cette liste, le top 20 en particulier, je me dis, ok, Avatar, honnêtement, c'est peut-être le quatrième le plus méritant de la liste, hein. Après donc La Reine des Neiges, Black Panther et Titanic, hein. Dans l'approche, dans la recherche, dans la créativité. C'est clairement celui qui mérite le plus, avec ces trois-là, d'être d'être dans ce top-là. Alors il y a des films qui méritent plus de réussir que celui-là pour moi, mais ils sont pas là-dedans. Et ouais, si on va pas encore plus loin, je pourrais me plaindre davantage. Hein. Sérieusement, par exemple, Les Mignons ont plus rapporté que Le Retour du Roi. Les Mignons est un succès plus important, objectivement, que Le Retour du Roi. Alors, le box-office l'emmerde globalement, hein, pas juste pour Avatar. Hein. C'était juste la petite parenthèse rapide. Donc, ouais, ça, c'est juste pour appuyer que ce film a certes peut-être eu trop de succès par rapport à sa qualité intrinsèque, mais il y a pire. Dans l'absolu, et je pourrais faire pas mal de comparatifs, hein, notamment avec Dragon, je me suis pas plaint de ce film depuis un certain temps, un film que je trouve bien sans plus, qui a pour moi les mêmes problèmes et les mêmes qualités. En moins poussé, j'ai envie de dire, parce que ce film dure moins longtemps et donc prend moins le temps d'appuyer ses points forts. Dragon, c'est un film qui pose un univers très créatif, avec beaucoup de recherche dans le visuel et dans les créatures qu'on crée, avec une très bonne action quand on s'y penche, mais qui repose sur des ficelles ultra convenues, pas mal de clichés, et on voit venir beaucoup de trucs, à part 2-3 détails. Et c'est pareil pour Avatar, hein. Il y a certains trucs que tu vas pas forcément venir totalement à 100% dans le film, quoi. Certaines tragédies un peu spécifiques, quoi. Donc, ouais, je comprends pas. Comment il y a la majorité des gens qui va dire Dragon c'est un film tellement génial, il n'y a rien à redire dessus, mais qui va à côté dire ouais quand même, c'est ultra cliché Avatar, on va tout venir facilement. Ce genre de truc me fait super bizarre en fait. Mais bon, Dragon dans un sens n'a pas connu autant de succès commercial, donc peut-être que ça a un tout petit peu moins mille feux aux poudres à cette égard-là, on sait pas. Mais voilà, c'était cette grosse parenthèse, juste pour dire que je n'ai pas une attache super forte à Avatar. Je respecte ce que ça fait techniquement. Le récit, ça va sans plus, mais on pourrait faire pire. Et au bout du compte, lorsque je me suis lancé dans Avatar 2, c'est plus ou moins ce que je m'attendais à voir. C'est-à-dire le fait qu'on reprenne cet univers somptueux à suivre, avec pas mal de déroulés conventionnels convenus, mais qui fasse suffisamment le taf pour que ça raconte quelque chose de pas mal et qu'on soit pris dans la recherche technique créative. Et c'est exactement ce que j'ai eu. J'ai pas été énormément surpris en matière de scénario, c'est clair et net. On voit beaucoup de trucs venir, beaucoup de ficelles, beaucoup de clichés un peu typiques, pas ceux que je déteste particulièrement à un ou deux détails près. C'était typique dans le récit, très prévisible à un ou deux détails près. Mais c'était rattrapé par la recherche technique qui est somptueuse, les plans qui sont vraiment à des échelles énormes, cette découverte davantage du monde qu'on nous offre qui est vraiment magnifique et qui vaut le coup d'être vu sur grand écran pour en profiter pleinement. Alors, je tiens à dire un petit truc, ça c'est très personnel, je suis pas fan du tout de la 3D, et même pour un film comme Avatar, le premier Avatar de 2009, où on s'est donné les moyens pour rendre ça vraiment très lié à la 3D, j'ai toujours trouvé que
c'était un peu superflu pour vraiment profiter de la grandeur des décors et de la recherche créative, et c'est pareil pour Avatar 2. Hein. Je suis sûr que beaucoup de gens vous diront ah quand même, tu découvres beaucoup plus de choses, t'es encore plus émerveillé par ça. Ok, je peux apprécier un bon visuel, ce truc de gimmick, qui même s'il est poussé à ce point, je vois pas en quoi ça change énormément de choses à l'émerveillement de la découverte à titre personnel. Donc, ouais, la 3D dans Avatar 2, je la trouve pas si extraordinaire que ça, si bonus que ça par rapport à ce que ça montre déjà, même en 2D. Voilà, c'est la petite parenthèse là-dessus, mais je ne suis pas quelqu'un de très esthète à cet égard-là. Je suis sûr que beaucoup de gens qui ont plus l'œil pour ce genre de truc vous diront en quoi c'est génial. Je suis sûr que Durandal, s'il n'a pas encore fait de vidéo là-dessus, aura fait tout un laïus pour dire à quel point c'est génial de découvrir ce film en 3D, en IMAX, avec les meilleures qualités possibles, en payant 45 € la place. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas à nous faire plaisir avec ça. C'est pas vraiment le truc qui est vraiment vital pour profiter de ce que le film a à offrir dans son visuel, en ce qui me concerne. Donc ouais, cette partie-là, la partie technique, qui est la partie la plus réussie, comme je dis, très bien fichue. On découvre un nouveau pan de ce monde, puisqu'on a passé beaucoup de temps dans les forêts de la planète Na'vi, mais ce coup-ci, on va passer beaucoup de temps sur une autre tribu, un autre type de tribu, c'est les Na'vi de l'eau. Alors je sais pas si j'en été un tant soit peu mentionné avant ou pas, c'est pas impossible, je me souviens pas par cœur du premier film, hein. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, et il m'a pas marqué à ce point dans ses détails d'exposition du monde, hein. C'est-à-dire le visuel était super bon, hein, et des moments d'action forte, mais oui, les détails de récit et de dialogue, je les ai pas tous en tête, hein. Donc si j'ai zappé des détails, c'est pas impossible que je me trompe sur 3 points, et que certains trucs qui me paraissent être des retcons n'en soient pas tellement. Et à ce moment-là, je m'excuse d'avance, hein, si j'ai mal compris ça. Mais ouais, ça sort un petit peu de nulle part de par mon expérience, et c'est pas non plus complètement incohérent ou quoi que ce soit. C'est une planète vaste, et donc il y a différents coins qui n'ont pas la même topographie et donc une nature différente. Se centrer sur d'autres navis, découvrir un nouveau pan de cette culture-là et un nouveau pan de ce monde pour plus de beauté visuelle, je trouve ça très sympathique. Ça aide à conserver cet univers qu'on a bien connu tout en y apportant du neuf. Et ça le fait très bien, cette découverte est plus que satisfaisante d'un point de vue visuel et mise en scène une fois de plus. Et je vais pas en faire des caisses là-dessus, je ne saurais pas dire grand-chose pour développer ça en détail. Reste à parler donc du scénario qui est plus ou moins comme le premier film. J'ai envie de dire un chouïa moins bien pour moi, mais c'est pareil, c'est très conventionnel, on voit venir pas mal de ficelles, de développement, et à part une tragédie un peu spécifique, il n'y a rien d'ultra surprenant. Ah, en fait non, je retire ce que j'ai dit, il y a 2 trucs qui sont un peu surprenants. Et je vais revenir un petit peu là-dessus en faisant rapidement le résumé, parce que c'est super rapide à faire le résumé. Il y a donc Jake et sa chérie, j'ai oublié son nom sur le coup, Neytiri, qui vivent leur vie de famille peinard dans leur monde pendant je ne sais combien d'années. Ils sont un peu posés, les humains belliqueux sont partis, et donc ils forgent leur famille. Ils ont 4 enfants, dont une fille adoptive qui est née de Grace, qui était morte, mais on a réussi à conserver son corps suffisamment pour qu'elle puisse accoucher parce qu'elle était enceinte. Ok, d'accord. C'est le détail. Je pense qu'on passera plus de temps là-dessus dans les films suivants. Parce qu'on n'a pas donné plus de réponses détaillées à ça. On montre que cet enfant-là est un peu particulière. On l'appuie un petit peu. Bref, ils ont 4 enfants. Ces enfants ont grandi, donc la plupart sont ados-adultes. Et alors que tout se passe bien, tout d'un coup, il y a l'armée qui revient. Et il faut se défendre contre eux, il y a un petit problème, ils se rendent compte qu'il y a un vieil ennemi qui est de retour alors qu'ils pensaient l'avoir tué. Ça joue sur une technologie qu'on a mis en place dans le film de 2009, donc dans un sens ce n'est pas dérangeant du tout, c'est même un peu logique qu'on puisse avoir
des sauvegardes de sécurité pour certains des meilleurs soldats. Voilà, le colonel méchant du premier film est revenu, mais sous forme de Navi. Et ils vont devoir lutter contre eux, se rendre compte que c'est pas si simple que ça, et essayer de se cacher un petit peu auprès de leurs compatriotes de la tribu des eaux, parce qu'ils s'y rendent pas tout de suite. Et au bout d'un moment, je vous fais le topo rapidement, quoi, ça, on va essayer de se cacher un petit peu, mais on va être un peu pisté, et après quelques confrontations, on va se dire, ben il faut quand même se mettre en guerre directement. Et c'est plus ou moins tout, hein. Je vous fais le résumé rapide. Et comme je dis, il n'y a rien de très spécial. Je peux juste spoiler 2-3 petits détails, quoi, développement un peu tragique, rapide, mais vous les découvrirez par vous-même. C'était pareil dans le premier film, ça. Et au bout du compte, comme je l'ai dit, ça reposera sur beaucoup de ficelles d'écriture assez typiques. Avec bien entendu toujours ce monde très en harmonie avec la nature qui doit être un petit peu celui qu'il faut défendre, celui qui doit apprendre à se mettre en avant. Il y a un message que j'ai trouvé pas trop mal, un peu facile, mais pas trop mal, quoi. C'est pas mauvais du tout, sur le fait que le pacifisme, c'est une très bonne chose. Malheureusement, il existe certaines circonstances un peu extrêmes où ça ne suffit pas. Et c'est cool, le truc, c'est que ça avait déjà été un petit peu appris dans le premier film, il faut le réapprendre à un certain degré. Il y a certains trucs qui se répètent un petit peu, je vous cache pas, et il y a certains développements, notamment la découverte de cette nation de l'eau, où il faut se faire à cette nouvelle façon d'être, puisque c'est pas les navires qui ont les mêmes habitudes, donc ils sont habitués à l'eau, ils nagent régulièrement, ils se lient à des créatures, avec leur nage toujours, avec des créatures marines. Donc c'est pas exactement la même chose, ils doivent apprendre à s'habituer à ça, la famille de Jake et tout, et voilà, on fait la même chose que dans le premier film, quoi, c'est un peu redit sur les bords, c'est pas étendu de façon à ce que ce soit trop gros, mais on sent que ça se repose sur certains acquis, faut pas le nier non plus, et c'est surtout prétexte à la découverte de monde, avec certains trucs que j'ai trouvé intéressants, notamment donc autour du personnage du colonel que j'ai trouvé dans le premier film assez unidimensionnel à un certain degré, il pouvait être un tout petit peu fan par moment, mais voilà, il est assez unidimensionnel, il vole pas très haut. On a essayé de lui donner un tout petit peu plus de complexité en liant à un certain autre personnage qui, il me semble, là aussi est un petit peu un retcon, mais j'ai peut-être pas fait gaffe à la fin du premier film, là aussi non plus. Mais voilà, on a essayé de le rendre plus complexe à travers ce personnage-là. J'ai trouvé que c'était un ajout très intéressant. Très intéressant. Et ça semble jouer un rôle par la suite. Ça semble être un élément qui sera filé sur la plupart des films à partir de maintenant. J'ai bien apprécié ça. Et sinon, ouais, je vais parler un petit peu du problème, élément central réel de ce film. On va se centrer donc sur la famille Jake, et ça va être vraiment les morales très typiques des familles. On est regroupés, on est une famille, on est toujours ensemble. Nous sommes une famille, nous travaillons ensemble. Ce genre de truc est très typique. Ce genre de ficelle scénaristique ne me déplaît pas, mais voilà, c'est du vu et revu, hein, nous sommes d'accord. Et on va se centrer en particulier sur le personnage, Loak. On va être clair, le héros principal de ce film, s'il faut en situer un, c'est pas tellement Jake, c'est Loak, son second fils, le fils cadet, qui est du genre un peu tête brûlée, je suis pas exactement les ordres parce que je pense faire ce qui est juste, hein, en me lançant dans la bataille, et c'est pas la meilleure chose à faire, et il se fait gueuler dessus, il est pas bien vu par ses parents à cause de ça, et il a ce petit problème de considération, hein, mon grand frère parfait, moi je suis pas assez parfait pour eux. Voilà, vous l'avez déjà vu ce truc-là, et ben on va jouer beaucoup là-dessus. Et cette ficelle-là, c'est un peu le truc sur lequel on va passer beaucoup de temps, avec aussi, toujours lié à Loak, le coup de l'animal âme sœur. Bon, c'est un truc sur lequel on jouera un peu plus en détail, je vais en parler un tout petit peu de ça un peu plus tard. Mais ouais, on va vraiment passer beaucoup de temps sur ce personnage-là, et il est tout juste passable pour moi. Il a ces moments un petit peu lourds, les passages où tu sens qu'il va aller trop loin, qu'il se fait un peu manipuler, qu'il est un peu bête, qu'il va se faire gueuler dessus, qu'il va se sentir mal parce qu'il a rien fait de mal, mais on l'engueule pour ça, ce genre de truc. Tu les vois venir facilement. Ça casse pas la baraque, et étant donné que c'est sur lui qu'on se centre le plus, ben, c'est pas la chose qui aide le plus à transporter le film, je trouve.
C'est suffisamment bien fait globalement pour pas que ce soit affreux, mais c'est pas la chose qui hisse le film très haut en ce qui me concerne. Néanmoins, ce qui hisse le film, entre guillemets, ce qui rend l'histoire, une fois de plus, tout à fait correcte, rien d'affreux, c'est le fait que on joue davantage sur cette faune, on reprend un petit peu les griefs entre personnages, notamment avec le colonel et sa rivalité avec Neytiri et Jack. Bon, on va reprendre un petit peu ça de façon à ce que ce soit assez satisfaisant. Après, j'aurais pas été contre qu'on donne une certaine conclusion à certains éléments de la chose. J'en dis pas plus, mais voilà, il y a certains trucs qui sont pas assez conclus, puisque c'est censé être donc une nouvelle trilogie qui part du premier film, et évidemment c'est un petit peu l'élan qui lance la chose. Donc il y a certaines choses qui ne sont pas conclues. Les humains sont toujours là, ils sont plus forts qu'avant, puisque maintenant ils veulent partir sur l'idée qu'il faut conquérir totalement la planète. Maintenant c'est plus la peine, hein, la Terre c'est foutu, on peut plus rien faire. Donc il faut qu'on colonise le coin, bon, carrément, et pour ça il faut un petit peu pacifier les indigènes. Vous voyez le parallèle assez évident, hein, je pense, et donc, on va essayer de leur donner plus d'actes un peu facilement néfastes pour faire des parallèles, dira-t-on, assez gros. Pas affreux, mais voilà, c'est un peu cliché dans ta gueule, je vous le cache pas. Notamment avec donc cette nouvelle créature que j'ai trouvée très intéressante et qui est une sorte de baleine savante. Je sais plus le nom, c'est Urtuk ou un truc comme ça, je l'ai pas noté sur ma fiche. Voilà, c'est une sorte de créature marine assez gigantesque qui a vraiment une intelligence développée. Ce qui fait qu'elle a un langage complexe. C'est pas juste un langage d'animaux qui ont juste des différences sonores dans leur façon d'aboyer ou je sais pas quoi. Vraiment, ils ont un langage complexe, particulier, et j'apprécie cette façon de montrer des animaux intelligents en leur faisant pas avoir juste le même type de langage que les navis, que les êtres humanoïdes. C'est vraiment une façon différente de communiquer, mais qui a sa complexité elle-même. Et cette façon de reconnaître les créatures qui ont le même genre de pensée complexe. On essaye de créer une sorte d'harmonie avec les navis par rapport à ça, et j'aime beaucoup la recherche autour de cette créature. Le truc avec ça, c'est que évidemment ces créatures sont chassées. Pour un autre MacGuffin, comme dans le premier film avec l'Anoptenium, c'est pareil quoi, il y a une substance dans leur cerveau qui est super rare, qui coûte super cher, qui permet de stopper la vieillesse carrément, parce que... science, je sais pas. Et c'est juste une excuse pour qu'on explique pourquoi elles sont chassées ces créatures, parce que sinon il n'y aurait aucune raison à ce qu'on les chasse, quoi. C'est juste comme par hasard, il y a un truc dans leur glande cérébrale qui donne ça. Ah bah ça, c'est pas de veine, c'est pas de veine. Et ouais, ça va être très en lien avec le conflit qui sera mis en place. Et donc, j'aime en grande partie ce que ça apporte dans la logique de l'univers, les interactions de l'univers des navis, ça, la façon dont on les colle au conflit, j'ai trouvé ça un petit peu gros. D'autant plus que enfin, on met en avant le fait que les navis des mers savent que les êtres du ciel chassent les Ultuk, leur baleine savante, excusez-moi, et ça leur faisait rien tant que c'était pas les baleines savantes qui leur parlaient à eux directement en fait. Donc il y a ce côté légèrement hypocrite. Quand on savait qu'ils faisaient du mal, mais pas de notre côté, ça nous dérangeait pas, même par rapport à nos principes fondamentaux, parce que c'est vraiment des principes fondamentaux de la nature pour eux. Mais quand ça nous touche directement, ah non, on peut plus là. Et il faut qu'on fasse quelque chose. Ah, c'est bien, monsieur hypocrite, certains degrés. Ça, il y a des petits trucs à dire dans le scénario qui sont pas totalement anodins, mais je trouve que globalement le scénario, il est solide, même s'il est très convenu. C'est ça le truc. C'est le principe. Si vous vous attendez à voir une extension scénaristique très poussée de ce que le premier Avatar vous a donné, ben ne cherchez pas trop, hein, parce que ça va pas aller ultra loin. Mais si vous voulez une extension de l'univers que vous avez adoré suivre pour sa beauté visuelle somptueuse, ses décors, sa mise en scène, avec une histoire
qui fait le taf. Voilà, ça vole pas haut, mais ça fait le taf. Enfin, vous aurez ça. Et vous passerez un bon moment de spectacle devant ce film, si vous le souhaitez. Et c'est ce que j'aurai à vous dire sur Avatar 2. Pas un grand film, mais un spectacle de fin d'année qui peut vous faire plaisir, si vous le souhaitez. Après, c'est à vous de voir, hein. Ça dépendra aussi un petit peu de comment vous interprétez les choses, mais tel quel, je ne suis pas à bouder mon plaisir. C'était 3 heures, parce que c'est un film long comme le premier, suffisamment sympathique. Le scénario casse pas trois pattes à un canard, mais il y a largement pire en ce qui me concerne. Ça allait, c'était bien, c'était bien. Pas tout à fait aussi bon que le premier, je dirais un très léger cran en dessous du premier, mais pas de beaucoup, et c'était plus ou moins le même plaisir à suivre. Voilà, hein, une review un petit peu en dents de scie. J'espère que ça vous a plu malgré tout. Et de toute façon, c'est pas moi qui vais vous convaincre d'aller le voir ou pas. Vu tout le foin que beaucoup de gens en font, vous saurez vous ranger dans ce qui vous parlera le plus. A bientôt pour de futures vidéos. Bonne fin d'année à tous. Il y aura normalement, si tout se passe bien, une vidéo en fin d'année sur Avalonia. Un avis à tiède là-dessus, puisque ça sortira sur Disney+. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.